Près de 400 ans avant que le premier pharaon ne soit couronné des prêtres égyptiens, gravait déjà une autre histoire dans la pierre, non pas celle des rois, mais celle de ce qui les a précédés. À Edfu et Dendera, à Abydos et Saqqara, des inscriptions intégrées aux monuments officiels décrivent 5 civilisations qui ont émergé et disparu avant même le début de la première dynastie égyptienne. La pierre de Palermo consigne leur souverain avec la même précision bureaucratique que celle appliquée à Ramsès et à Khufu. Le canon de Turan porte les stigmates de ceux qui ont tenté de les effacer. Les murs du temple de Dendera les recensent explicitement. 5 âges, 5 effondrements, 5 renaissances, et puis nous le 6e. Si les Égyptiens avaient raison, nous ne sommes pas au début de l'histoire, mais presque à la fin. Ces gravures sont là depuis 30 ans. La question est de savoir si nous sommes enfin prêts à les déchiffrer. À Edfu et Dendera, enfouis dans des colonnes de hiéroglyphes que la plupart des visiteurs longent sans s'arrêter, 2 mots apparaissent à maintes reprises, Zep-Tepi, la première occurrence. Non pas un mythe de la création relégué aux marges de la religion, mais un récit officiel de ce qui a précédé avant les dynasties, avant les rois, avant l'Égypte. Nous pensons savoir que les prêtres qui ont gravé ces textes n'étaient pas des poètes, mais des chroniqueurs. Et ce qu'ils ont consigné n'était pas le début de leur civilisation, c'était le souvenir de celle qui l'avait précédée. Les textes sont précis d'une manière rarement observée dans la mythologie. Ils décrivent des dieux émergeant des eaux du déluge sur un tertre primordial, une île sacrée ayant survécu à une catastrophe dont les inscriptions ne précisent pas la nature. Sur cette île, disent les textes, la première cité fut fondée. Les lois de la nature furent établies. Les arts de la civilisation. L'architecture, l'agriculture, l'astronomie et la gouvernance furent enseignés et codifiés avant même qu'un seul roi humain n'accède au trône. Les images sculptées sur les murs du temple sont précises et délibérées. Des fleurs de lotus et des faucons ornent l'endroit où la création prit racine. Les reliefs représentent le monticule primordial émergeant des eaux qui se retirent. Il ne s'agit pas des traits vagues d'une allégorie. Ce sont les notes minutieuses de personnes ayant consigné des événements qu'elles croyaient réels. Les êtres désignés comme souverains de cette ère sont Ra, Osiris et Thé. Dans les textes de Zep-Thé, ils ne sont pas vénérés à distance. Ils parcourent la terre. Ils gouvernent. Ils bâtissent. Ils instaurent l'ordre que chaque pharaon successif s'efforcera de maintenir tout au long de son règne. Les disciples d'Horus apparaissent après eux. Êtres semi-divins occupant l'espace entre l'âge des dieux et l'âge des hommes, héritant de ce que les dieux ont établi et le maintenant uni à travers une transition que les textes décrivent comme turbulente et inachevée. Ce qui rend impossible de rejeter Zep-Thé comme une simple mythologie, c'est l'usage qui en a été fait. Pendant 30 ans, chaque grande dynastie a fondé sa légitimité politique sur cet âge disparu. Les rituels du couronnement l'invoquaient explicitement. Les nouveaux pharaons n'étaient pas simplement couronnés, ils étaient intronisés comme le dernier maillon d'une chaîne qui avait débuté à Zep-Tepi. Leur autorité ne découlait pas seulement de la conquête ou de l'héritage, mais de la continuité avec un monde qui précédait entièrement la royauté humaine. À Edfu et à Dendera, les prêtres n'invoquaient pas Zep-Thé pour raconter une histoire, mais pour affirmer une revendication de l'origine du pouvoir, son ancienneté et la signification de le posséder. Si Zep-Thé fut une invention, ce fut l'invention la plus savamment entretenue de toute l'histoire. 3000 ans de temples, de dynasties et de traditions scribales indépendants, tous préservant le même récit sans contradiction. La question que les gravures laissent en suspens n'est pas de savoir si les Égyptiens y croyaient, mais plutôt de savoir précisément à quoi ils se souvenaient lorsqu'ils y croyaient. En 1866, des ouvriers déblayant les décombres près des ruines de Memphis extrairent du sable une dalle de basalte noir. Elle était abîmée, ses bords usés, sa surface marquée par des siècles d'exposition aux intempéries. Mais ce qui restait était suffisamment lisible pour captiver tous ceux qui la contemplaient. La pierre était recouverte de rangées régulières de hiéroglyphes organisés en compartiments précis, chacun enregistrant le nom d'un souverain. La durée d'une pluie et une série de données annuelles, niveau des crues du Nil, fêtes célébrées, temples construits. On aurait dit un registre d'administration précis, méthodique, bureaucratique. On l'appelle désormais la pierre de Palermo et elle repose dans un musée en Sicile conservant silencieusement l'un des documents les plus troublants de l'histoire de l'humanité. La forme de la pierre reste immuable.
De la première à la dernière inscription, chaque souverain est traité de la même manière, nombre durée des pluies relevées annuelles. Les scribes qui l'ont gravé ont appliqué une précision identique à chaque ligne. C'est cette constance qui rend le registre supérieur si difficile à ignorer, car les souverains qui y sont mentionnés ne sont pas des hommes. Ils sont décrits comme des dieux et des esprits. On n'y trouve pas, on y trouve Ra. Des êtres dont le règne ne se mesure pas en décennies, mais en siècles. Dans certains cas, il s'étend sur des milliers d'années selon la pierre. Les disciples d'Horus apparaissent comme une lignée régnante distincte occupant l'espace entre l'âge des dieux et le premier roi humain identifiable. Et la pierre les traite tous exactement de la même manière qu'elle traite Nar ou Khufu. Aucun changement de style, aucune dimension mythologique, aucun indice ne signale au lecteur le passage de l'histoire à la légende. Le schéma bureaucratique se poursuit imperturbable. Les chercheurs ont examiné avec soin la provenance de la pierre. Après sa découverte près de Memphis, elle passa entre les mains de collectionneurs italiens avant d'arriver à Palermo dans les années 1870. Aucune preuve de falsification n'a jamais été apportée. Les dommages sont compatibles avec l'âge et l'exposition aux intempéries, et non avec une révision ou une altération délibérée. Les épigraphistes ont identifié des traces d'au moins 15 noms partiels dans le registre divin, bien que certaines lectures suggèrent que la liste originale était encore plus longue. Lorsque les durées des pluies sont lisibles, elles suivent le même format agrégé que celui utilisé pour l'ensemble de la pierre, ce qui laisse penser que les compilateurs travaillaient à partir de sources plus anciennes, peut-être des traditions orales antérieures à la pierre elle-même. La pierre de Palermo refuse de séparer l'âge des dieux de l'âge des hommes. Ce document les consigne comme une séquence unique et ininterrompue. Les mêmes analystes qui avaient scrupuleusement relevé les niveaux des crues du Nil sous les pharaons humains ont appliqué la même rigueur aux souverains qu'ils qualifiaient de divins. La question qui demeure sans réponse est pourtant simple: pourquoi les premiers historiens officiels d'Égypte auraient-ils documenté une époque révolue avec une telle précision méthodique si à leurs yeux elle n'avait pas disparu? Le canon de Turin fut jadis la liste royale la plus complète jamais produite par l'Égypte. Un document sur papyrus compilé sous le règne de Ramsès II. Il promettait quelque chose d'extraordinaire, un récit complet de la royauté égyptienne depuis ses origines. Les érudits, qui l'examinèrent pour la première fois au XIXe siècle, reconnurent immédiatement sa valeur. Puis ils constatèrent les lacunes, les fibres déchirées, l'encre bavant dans le vide les colonnes où auraient dû figurer les noms et les années de règne remplacées par le silence. Ils attribuèrent ces dommages à la cruauté du temps, à la fragilité du papyrus, à des siècles de négligence, à l'inévitable dégradation de la matière organique. Voilà tout. Cette explication a tenu pendant des décennies. Puis la technologie d'imagerie a rattrapé le document. Une analyse multispectrale récente menée par le Dr Nasser Hassan et son équipe a permis de mieux comprendre la signification des lacunes. Sous un éclairage spécialisé, le papyrus a révélé des détails qui étaient passés inaperçus lors d'un simple examen visuel, des traces de surimpression à l'encre dans les colonnes prédynastiques et des fibres grattées là où le texte avait été physiquement effacé. Des changements brusques d'écriture au milieu des colonnes comme si plusieurs scribes avaient tenté de masquer les incohérences du document. Ces dommages n'étaient pas aléatoires, ils étaient concentrés précisément là où les souverains divins auraient dû figurer dans les registres, faisant la transition entre l'époque des rois-dieux et celle des premiers pharaons humains identifiables. Il en résulte une lacune d'environ 800 ans au fondement de l'histoire égyptienne, non pas effacée, mais délibérément comprimée. Le motif est facile à reconstituer. Les scribes ramessides qui ont copié le canon travaillaient dans un contexte politique entièrement fondé sur l'idée de continuité. Leur Égypte était une civilisation où la monarchie était ininterrompue. Chaque pharaon était un successeur direct d'une lignée qui remontait jusqu'aux dieux eux-mêmes. Ce récit ne laissait aucune place aux dynasties disparues, aux cycles brisés, ni aux périodes de chaos entre le pouvoir divin et le pouvoir humain. Les lacunes du canon turanien se concentrent précisément là où cette histoire se complexifie le plus, là où la frontière tranchée entre Dieu et roi menaçait de se briser en quelque chose de plus chaotique et de plus difficile à maîtriser. Ce que l'équipe d'Hassan a découvert sous les gommes est peut-être le détail le plus frappant, les retouches n'étaient pas totales. De faibles traces de noms subsistent sous les surimpressions ultérieures. Des empreintes fantomatiques de chiffres royaux transparaissent à travers les zones grattées.
Les siècles perdus n'ont pas été effacés net. Ils ont laissé des traces. Une multitude de mondes que les archives officielles ont choisi d'oublier, mais qu'elles n'ont pu totalement effacer. Le canon de Turin était conçu pour raconter une histoire unique et ininterrompue. Or, l'imagerie multispectrale révèle qu'une autre histoire existait déjà plus ancienne et moins commode, et que quelqu'un armé d'un pinceau et d'instructions politiques s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer qu'elle ne soit pas facilement déchiffrable. Il y est presque parvenu. Dans les cryptes sous Dendara, les murs ne décrivent pas l'histoire comme une ligne droite. Ils la décrivent comme une roue. Des inscriptions gravées dans les chambres les plus basses du temple évoquent 9 grands cycles. Chacun débute dans l'ordre, s'achève dans le chaos et est suivi d'un renouveau. Le langage n'est pas une abstraction poétique. Il est structuré, numéroté et consigné avec soin. La même main méticuleuse qui a répertorié les crues du Nil et les consécrations des temples s'applique ici aux récits d'époques entières. Ce que les textes de Dendera conservent, ce n'est pas une mythologie déguisée en philosophie. C'est un registre cosmologique. Et dans ce registre, les Égyptiens se comptaient comme la 6e entrée. 5 mondes avant le nôtre, 5 effondrements, 5 renaissances qui ont chacune engendré une civilisation que les Égyptiens décrivaient comme distincte, gouvernée par ses propres dirigeants, façonnée par sa propre catastrophe. Dans ces textes, les disciples d'Horus apparaissent comme des agents de restauration des êtres qui reconstruisaient après chaque déluge, qui récupéraient le savoir des ruines et le transmettaient à l'ère suivante. Leur rôle n'est pas cérémoniel. Les textes les considèrent comme les artisans de la continuité. Le mécanisme par lequel un élément essentiel a survécu à chaque effondrement et a semé les graines de ce qui a suivi. Le livre de la vache céleste, inscrit dans des tombes royales, complète ce que les cycles de Dendera laissent implicite. L'humanité, raconte-t-on, a failli être anéantie. Les dieux sont intervenus. Le monde a été sauvé, mais de justesse. Et le souvenir de la catastrophe imminente a été préservé avec lui. C'est pourquoi les rituels de Mayat, le maintien de l'équilibre cosmique, n'étaient pas décoratifs. Ils étaient essentiels. Les Égyptiens accomplissaient ces rites en croyant fermement que la négligence précipiterait la fin du 6e âge comme elle avait précipité la fin des 5 précédents. Le parallèle avec la Mésopotamie est frappant. La liste royale sumérienne recense des règnes impossibles avant un grand déluge suivi d'une réinitialisation puis de souverains dont la durée de vie se rapproche progressivement de la durée de vie reconnaissable. La structure est identique. 2 civilisations anciennes indépendantes séparées par la géographie et la langue mais conservant la même architecture de l'histoire. Des âges de règne divin, une interruption catastrophique, une reconstruction, une ère nouvelle qui se considère comme l'héritière de quelque chose de plus ancien et de plus grand qu'elle-même. Cette convergence ne prouve pas l'existence de mondes disparus. Mais c'est le genre de convergence qui exige une explication qui dépasse le simple hasard. Les Égyptiens ne se considéraient pas comme l'apogée de l'humanité. Ils se voyaient comme la dernière tentative en date. La 6e ébauche d'une civilisation qui n'a cessé d'échouer et d'être reconstruite sans cesse par quiconque ou quoi que ce soit qui parvienne à faire perdurer quelque chose malgré l'effondrement. Ce qu'ils ont gravé dans les murs de Dendera n'était pas un récit de la création, mais un avertissement. Et ils l'ont gravé dans la pierre précisément parce que la pierre est plus difficile à effacer que le papyrus. Le texte peut être modifié contrairement aux alignements de pierre. À la lisière du désert occidental égyptien, à près de 300 km du Nil, un cercle de pierres mégalithiques émerge du sable sur le site de Nabta Playa. La datation au carbone 14 situe sa construction entre 6800 et 6400 avant notre ère, près de 2000 ans avant la première pyramide. Le cercle est précisément aligné sur le lever du soleil au solstice d'été et sur des étoiles spécifiques de la Voie lactée. Sous les pierres, les archéologues ont mis au jour des foyers, des sépultures de bétail disposées selon des schémas précis et les vestiges d'une communauté qui organisait son monde en fonction des mouvements célestes, à une époque où les dynasties égyptiennes connues n'existaient que depuis des millénaires. Cette sophistication n'est pas le fruit du hasard, elle est architecturale. Quelqu'un comprenait suffisamment bien le ciel pour l'intégrer de façon permanente au sol. Plus au nord, à Saqqara, le tableau se complique. Mustaba en construit vers 3100 avant notre ère à l'aube de la première dynastie, s'étend sur 40 mètres.
Ces murs sont alignés au centimètre près sur le nord géographique et bâtis avec des dizaines de milliers de briques de terre crues, chacune posée avec une précision qui témoigne non seulement d'un savoir-faire exceptionnel, mais aussi d'une connaissance architecturale accumulée. Le problème réside dans ce qui se cache sous la structure. Les couches archéologiques sous Mustaba I ne révèlent pas l'élaboration progressive des techniques qui précèdent la plupart des constructions monumentales. La sophistication y apparaît quasi aboutie, comme si le savoir-faire qui l'a engendré s'était développé ailleurs ou encore dans un autre lieu avant d'arriver à Saqqara déjà mûri. Quant au Sphinx, il pose question depuis des décennies. Le géologue Robert Schoch soutient que les profondes fissures verticales qui parcourent la masse calcaire du Sphinx sont incompatibles avec une érosion éolienne et sableuse. Elles correspondent à des pluies abondantes, le type de précipitation soutenue qui a caractérisé le climat égyptien entre 7000 et 5000 avant notre ère. Les égyptologues reconnus contestent cette conclusion. Ils mettent en avant d'autres mécanismes d'érosion et l'absence de preuves corroborant l'existence d'un sphinx prédynastique. Le débat reste ouvert. Ce qui est incontestable, c'est le schéma d'érosion lui-même. Le désaccord porte sur ses causes, non sur son existence. Pris individuellement, chacun de ces sites trouve une explication classique. Considérés ensemble, ils soulèvent un problème. Ils suggèrent que le savoir inscrit dans les plus anciens monuments d'Égypte s'étend sur une préhistoire plus ancienne que celle admise par la chronologie officielle. Il ne s'agit pas d'une preuve de civilisation disparue, mais plutôt de la mise en évidence d'un décalage entre les affirmations des sources écrites et les constats du paysage. Le sol ne construit pas de récits comme le font les scribes. Il porte simplement ce qui y a été inscrit. Et ce qui a été inscrit à Napt Playa, à Saqqara, à Gizeh, témoigne invariablement d'un passé plus ancien que celui qui nous a été transmis. À Abydos, les statues sans roi sculptées dans le mur du sanctuaire ne commencent pas par des hommes. Elles s'ouvrent sur Osiris Horus et Thoth, chacun se voyant attribuer des années de règne selon la même formule appliquée à tous les pharaons humains qui suivront. Le terme Nisuit-mot égyptien pour roi est utilisé indifféremment pour les dieux et les mortels. Aucun changement de langue, aucun changement de format. Le modèle bureaucratique qui relate le règne de Khufu et les campagnes de Ramsès s'applique sans hésitation à des êtres que le monde moderne classe comme mythologiques. Les scribes qui ont dressé ces listes ne semblaient pas percevoir cette distinction. À leurs yeux, la lignée était ininterrompue, souverain divin, souverain semi-divin, souverains humains, une chaîne continue de succession légitime remontant à Zepté. Les Shamsu, disciples d'Horus, occupent une position intermédiaire entre le pouvoir divin et le pouvoir humain. Leur statut demeure volontairement ambigu dans les textes, ni totalement immortel, ni entièrement mortel. Ils se situent dans une catégorie intermédiaire que les Égyptiens jugeaient inutile de définir clairement. Leurs règnes sont comptabilisés. Leurs noms sont inscrits dans les mêmes colonnes que ceux de leurs prédécesseurs pleinement divins. La pierre de Palermo les place dans l'ordre chronologique entre l'âge des dieux et le premier roi humain sans commentaire ni précision, comme si leur présence dans le registre ne nécessitait aucune explication. Ce qui rend ce schéma significatif, c'est sa constance à travers les sites et les siècles. On retrouve la même formule à Dendera Kambo et Saqqara. Des temples différents, des dynasties différentes, des traditions scribales différentes, tous préservant sans contradiction la même séquence de pouvoir préhumaine. Il ne s'agit pas d'une particularité d'un seul monument. Il s'agit d'une affirmation systémique et transdynastique selon laquelle les souverains divins étaient des prédécesseurs historiques, non pas des procédés poétiques ou des abstractions théologiques, mais des entrées réelles dans les archives officielles de ceux qui avaient gouverné l'Égypte et dans quel ordre. Les rituels du couronnement ont renforcé cette idée. À chaque accession au trône d'un nouveau pharaon, les prêtres invoquaient toute la lignée, Dieu sujet roi mortel, comme témoin vivant de la transmission du pouvoir. Le nouveau souverain n'héritait pas simplement d'un trône. Il acceptait sa place dans une succession qui avait débuté avant l'histoire de l'humanité et qui était censée se poursuivre après la fin de son règne. La continuité était essentielle. La profondeur de la lignée était la source de son autorité. Lorsqu'au sein d'une civilisation, les monuments officiels, les annales royales, les inscriptions des temples et les rituels de couronnement conservent tous la même dynastie préhumaine à travers 3 0 ans de copies indépendantes, la question se déplace. Il ne s'agit plus de savoir si les Égyptiens y croyaient,
Mais pourquoi ils y croyaient avec une telle constance pendant tant de siècles et dans tant de contextes différents, sans qu'aucune voix officielle ne s'élève jamais pour la remettre en question? Et que se souvenaient-ils le cas échéant lorsqu'ils ont gravé ces noms dans la pierre? Les murs des temples sont restés inchangés. Les gravures d'Edu et de Dondera décrivent encore 5 mondes antérieurs au nôtre. La pierre de Palermo énumère toujours les souverains divins avec la même précision que celle appliquée aux rois humains. Le canon de Turin porte encore les traces fantomatiques de noms que quelqu'un a tenté d'effacer. Les pierres de Nabtir-Plai sont toujours alignées sur un ciel de solstice que les dynasties égyptiennes connues n'avaient pas encore imaginé. Ce que les Égyptiens ont inscrit dans leurs archives à travers 3 0 ans de récits officiels n'était pas une mythologie déguisée en histoire. C'était un avertissement maquillé en bureaucratie. Ils ont consigné l'histoire des mondes disparus non pour les pleurer, mais pour comprendre ce qui a causé leur disparition et pour s'assurer que leur mémoire survive à tout ce qui allait suivre. 5 civilisations se sont élevées, 5 se sont effondrées. Le 6e, c'est nous. Les gravures ne nous disent pas comment notre histoire se termine. Elles nous disent qu'elle s'est déjà terminée. Ce que nous choisissons de retenir maintenant est peut-être la seule chose qui nous sépare des 5 qui nous ont précédés.